La bioéthique, ce n'est pas des médecins dans un hôpital ou des chercheurs dans un laboratoire qui la font. La bioéthique s'adresse avant tout au public, aux citoyens. Nous sommes tous citoyens, les médecins sont des citoyens, les chercheurs également, mais le législateur qui va parfois prendre des décisions, et notamment lors de la révision de la prochaine loi de bioéthique, est aussi un citoyen, mais il va devoir décider pour vous. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vous puissiez être immergé pendant quelques instants dans des situations de bioéthique. C'est parfois des situations qui sont très difficiles. Se projeter dans une situation de choix bioéthique est parfois extrêmement ardu. Bien sûr, on ne vous demande pas de vous y projeter émotionnellement de manière trop intense, mais que vous puissiez prendre pour vous, que vous puissiez accaparer les questions de bioéthique que les médecins ou que les chercheurs se posent quotidiennement dans les services. C'est quelque chose qui nous paraît, au Forum européen de bioéthique, comme très important. Donc j'ai le plaisir de faire venir sur scène le docteur Charles Baird, qui est neurologue au Centre hospitalo-universitaire de Strasbourg et qui va vous proposer une mise en abîme, une expérience. Bien entendu, je passerai dans le quart d'heure qui reste pour vous laisser la parole et que vous puissiez nous faire part de vos impressions. Merci. Merci beaucoup Aurélien. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc je remercie encore Aurélien de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter ce cas de conscience aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis chef de clinique actuellement au service d'épileptologie à Haute-Pierre. Donc je suis avant tout neurologue, clinicien. Et Aurélien a occupé le poste que j'occupe maintenant il y a quelques années. Donc on sait à peu près tous les deux de quoi il en retourne. Donc moi je ne m'occupe évidemment pas de sciences de la procréation ou de sciences de la conception, mais comme l'a très bien dit Aurélien, je suis avant tout médecin et je me retrouve régulièrement confronté et impliqué dans des situations dans lesquelles en tant que médecin on se retrouve amené à se poser certaines questions qui me semblent être des questions d'éthique et même probablement de bioéthique. Donc quand Aurélien m'avait demandé de venir présenter un cas ici, au départ j'avais pas spécialement d'idée claire, mais j'étais d'accord sur le principe et puis finalement j'ai vécu l'expérience que je vais vous raconter, qui est une expérience qui est très importante pour moi, qui est intéressante, qui est un petit peu compliquée à raconter parce que elle concerne un patient qui a une pathologie un peu particulière. Donc je vais être obligé de faire un petit préambule introductif pour essayer de vous expliquer à peu près de quoi il en retourne, et puis j'essaierai ensuite de vous dire pourquoi j'ai voulu vous en parler et en quoi je trouve, après réflexion, que ça s'insère complètement dans le débat que vous suivez aujourd'hui, ici et depuis quelques jours. Donc, comme je l'ai dit, je travaille dans un service de neurologie qui s'occupe d'épilepsie. L'épilepsie, vous en avez tous plus ou moins entendu parler, c'est une maladie avec des crises. Et en fait, ce qui se passe dans un service d'épileptologie, c'est que très souvent, on est amené finalement à poser des diagnostics autres que celui de l'épilepsie, puisque finalement, on nous demande de faire un diagnostic et parfois même de redresser un diagnostic chez un patient ou une patiente qui présente des symptômes, des malaises et des situations parfois assez compliquées. Et du coup, on est amené à côtoyer un certain nombre de pathologies qui ne sont pas du tout épileptiques. Il y a des symptômes d'origine cardiaque, il y a des symptômes avec une origine neurologique autre. Et puis, il y a, comme le sait Aurélien, un certain nombre de situations qui sont plutôt du domaine de nos collègues psychiatres, mais avec des présentations qui sont parfois très trompeuses, à tel point que les diagnostics neurologiques ou épileptologiques peuvent être posés et confirmé pendant des années avant qu'on remette un petit peu en question les choses. Et donc le patient dont je voudrais vous parler aujourd'hui avait été étiqueté aux alentours de la trentaine comme épileptique devant finalement des manifestations neurologiques franchement compatibles avec de l'épilepsie, avec des convulsions, avec une perte de connaissance ou en tout cas une perte des capacités d'interagir avec son entourage.
Et les différents examens qui avaient été faits à l'époque avaient fait poser le diagnostic d'épilepsie. Il s'agit d'un patient qui, à l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, ne parle pas bien français, ce qui rend évidemment toujours les choses encore plus compliquées. Et ce patient a donc été traité par traitement antiépileptique pendant à peu près une dizaine d'années, avec même à un moment l'hypothèse éventuellement d'envisager un traitement ou une approche chirurgicale de cette épilepsie, ce qui n'a pas été amené au bout. Comme c'est parfois le cas, ce patient a été un peu perdu de vue, son traitement a été continué par le médecin généraliste, et puis on a été amené à le revoir donc près de 10 ans plus tard, avec du coup la possibilité de remettre un peu les choses à plat, de se reposer des questions, et à ce moment-là, effectivement, les choses nous paraissaient bien différentes, et on a finalement posé un diagnostic non plus d'épilepsie, mais de crise non épileptique psychogène. Donc cet acronyme un petit peu barbare signifie finalement que ce patient présentait des malaises avec des symptômes tout à fait compatibles avec une origine épileptique et neurologique, mais qui étaient en fait, pour faire simple, d'origine psychologique. D'accord ? C'est une situation qu'on rencontre en fait assez fréquemment. Les crises non épileptiques psychogènes sont aujourd'hui reconnues comme une maladie à proprement parler, et elles sont très fréquentes. C'est même considéré comme le premier ou le deuxième diagnostic différentiel à évoquer devant une situation qui peut poser question par rapport à la possibilité d'une crise d'épilepsie. Mais c'est quelque chose qui est très peu connu, à la fois par le grand public et aussi bien souvent par les médecins. C'est une pathologie dont la prise en charge est essentiellement psychiatrique, qui relève de la psychothérapie, mais dont le diagnostic, lui, est neurologique puisqu'il se fait finalement par défaut lorsqu'on peut éliminer l'hypothèse d'une épilepsie ou d'un autre problème neurologique. Donc nous, dans le service, comme je vous l'ai dit, on rencontre cette situation fréquemment, et on a la possibilité, on a la chance en fait d'avoir développé au fil des années une collaboration avec les psychiatres du service de psychiatrie, ce qui nous permet, une fois qu'on a identifié les crises non épileptiques psychogènes, d'en faire l'annonce aux patients, puisqu'évidemment c'est souvent une annonce diagnostique un peu particulière, et d'en référer ensuite aux psychiatres au sein du service pour initier un changement finalement de parcours de soins avec une orientation qui se fait du coup de la neurologie vers la psychiatrie. Alors ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un moment un peu particulier de la prise en charge de ces patients, qui est ce qu'on appelle un test de suggestion. Donc c'est un moment très particulier dans la vie de l'épileptologue que je suis et dans la vie du neurologue, parce que on se retrouve un petit peu dans la peau du psychiatre pendant quelques instants, voire littéralement dans la peau d'un hypnothérapeute, d'un hypnologue, de quelqu'un qui pratique l'hypnose, puisque ce test de suggestion, comme son nom l'indique, son but finalement c'est d'essayer de provoquer le malaise dont on suspecte une cause psychologique en entraînant finalement par la suggestion un état chez le patient qui soit propice à la résurgence de ces symptômes. Et le fait que le test permette la survenue de ces manifestations et que l'enregistrement électroencéphalographique, donc avec des électrodes, durant les manifestations montre qu'il n'y a pas d'activité épileptique, ce test va permettre finalement, va participer au diagnostic. Alors comment ça se passe en pratique ? On organise donc dans la pièce où le patient est enregistré pour son électroencéphalogramme une espèce de cérémonial, ou en tout cas on organise finalement on essaye de générer une situation qui soit émotionnellement relativement intense, avec des stimulations lumineuses qu'on utilise par ailleurs authentiquement chez les épileptiques pour rechercher parfois une sensibilité à la lumière. Et on va se retrouver en fait à pratiquer une suggestion chez ce patient en lui disant
qu'on a compris la cause de ces malaises et qu'on a une possibilité de les provoquer, également de les arrêter, et qu'on va le faire. Donc vous pouvez imaginer que c'est pas banal d'entendre ça. Ce que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est que ces patients, encore une fois, ont des malaises d'origine psychologique, mais ils ne sont pas du tout ni simulateurs, ni conscients de la nature psychologique de leur malaise. Hein. Eux, ils sont hospitalisés en épileptologie parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont épileptiques. D'accord ? Et donc, ils ont devant eux un médecin qui leur explique qu'il va leur provoquer leur malaise et qui va les arrêter. Donc vous voyez déjà se dessiner une situation un peu particulière dans le cadre de la relation médecin-malade. Et effectivement, pour le médecin que je suis, et je pense que l'avis est partagé par mes collègues, c'est souvent une situation particulière parce qu'on marche un petit peu sur, à mon sens, la limite, la frontière de la confiance que met le patient dans son thérapeute, qui là est une confiance absolue parce qu'il ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Et nous, on ne peut pas totalement lui dire qu'on va provoquer une crise psychologique, parce que pour l'instant, on ne lui a pas dit que ces crises étaient psychologiques, et surtout parce que l'effet suggestif du test serait perdu si on était dans une transparence totale. Alors c'est quelque chose de fréquent, et on ne se pose pas forcément des questions éthiques à chaque fois qu'on le fait, mais là, la circonstance du patient dont je vous ai parlé était évidemment encore plus particulière, parce que il y avait un diagnostic d'épilepsie qui était ancien, il y avait un patient qui parlait pas très bien français, et donc je me suis retrouvé dans la situation de devoir essayer de provoquer une crise non épileptique psychogène chez ce patient sans pouvoir réellement lui expliquer ce que je voulais faire. Et donc en pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé son épouse, après lui avoir demandé l'autorisation, et j'ai essayé d'expliquer à l'épouse par téléphone ce que j'allais faire chez le patient. Et en fait, le patient a fait une crise non épileptique psychogène au moment où je téléphonais à son épouse, devant lui, et à tel point qu'en fait, c'est une crise qu'on a eu beaucoup de mal à arrêter, c'est ce qu'on appelle un état de mal psychogène, et il a fallu plusieurs suggestions négatives pour faire s'interrompre ces manifestations. Et par contre, effectivement, on a pu redresser le diagnostic, en considérant à l'heure d'aujourd'hui que probablement ce patient, comme c'est souvent le cas, est authentiquement épileptique, mais présente parallèlement des crises non épileptiques psychogènes, et que ce trouble s'explique probablement chez ce patient du fait d'un vécu, comme c'est souvent le cas, assez difficile chez un patient qui a immigré d'un pays pour des raisons politiques, qui a peut-être dans son histoire été exposé à des traumatismes, des situations difficiles, et qui en a finalement hérité une psychopathologie qui s'exprime par ces crises non épileptiques psychogènes. Donc je vois qu'Aurélien s'est levé, donc je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que j'ai réussi à vous faire un petit peu passer les raisons pour lesquelles je voulais vous parler de cette situation. L'aspect très spécifique de cette pathologie, évidemment, et j'en conviens peut-être un peu trop spécifique pour que j'arrive à vous expliquer exactement de quoi il en retourne. Mais moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de vous parler finalement de la relation entre le médecin et son patient, entre le patient et son médecin, et de la façon dont je crois, en tant que médecin, on doit s'interroger toujours sur qu'est-ce qu'on fait de cette relation, qu'est-ce qu'on fait de la confiance que le patient nous donne finalement. Et je pense que dans le débat qui a lieu ici par rapport aux biotechnologies et aux sciences de la vie et de la procréation, je pense que l'interrogation sur cette relation médecin-malade est toujours plus d'actualité. Voilà. Merci Charles. Merci. Alors pour ceux qui étaient là déjà hier, vous vous rendez compte que la bioéthique, en fait, ça n'est pas seulement de choisir pour un bébé qui a une insuffisance rénale terminale, de savoir si on fait une dialyse ou si on ne fait pas une dialyse. Les questions de bioéthique qui se posent quotidiennement dans tous les services de médecine de France et de Navarre sont parfois des questions beaucoup plus simples, mais qui ont toujours un lien avec l'évolution de nos connaissances et l'évolution des technologies. Donc là, vous voyez que cette question-là
peut paraître relativement trivial d'un premier abord, c'est-à-dire on est dans une forme de paternalisme, on utilise une technique d'hypnose qui n'est pas forcément la technique la plus répandue et celle qu'on analyse le mieux en termes scientifiques, et pourtant le médecin se pose dans une situation qui lui pose un cas de conscience. Donc heureusement, vous pouvez peut-être plus facilement vous projeter dans ces questions-là. C'est vrai que se projeter dans un choix cornélien entre garder un enfant en vie, garder une maman en vie, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Autant vous pouvez voir qu'avec ce type de questions, on a un questionnement bioéthique qui est tout aussi profond, qui est peut-être moins grave, quoique pour le patient, les enjeux sont absolument énormes. Ce sont des patients qui parfois ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus rien faire. Et vous voyez que les questions de bioéthique sont de tous les genres. Alors j'aimerais vous laisser la parole maintenant pour que le docteur Baird puisse vous répondre en fonction de vos questions. Docteur Bonardi, je voudrais savoir s'il n'y a pas un traumatisme important sur le plan psychologique d'un malade qui passe d'un seul coup à une affection qu'il considère comme organique à une affection qui est psychologique en fait. Ah oui, c'est une très bonne question, absolument, tout à fait. Le test de suggestion, comme je l'ai appelé et comme on l'appelle, a probablement une composante traumatique en soi, qui participe possiblement de son efficacité, mais qui est très clairement à prendre en compte quand on va définir ensuite la filière et la prise en charge du patient. Les études montrent que le test de suggestion peut être thérapeutique en soi, et que, en tout cas, l'annonce du diagnostic qui est faite derrière, elle est très clairement thérapeutique. Donc, je suis d'accord qu'il faut évidemment encadrer ce geste, encadrer le patient dans ce contexte, d'autant plus qu'il s'agit d'un patient qui a très probablement une histoire traumatologique au sens psychologique du terme, mais il semblerait qu'au contraire, les effets rémanents de cette situation suggestive soient plutôt positifs, finalement, pour le patient. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la suite de l'après-midi. Ah, peut-être là-bas. Un instant. J'accours, j'arrive. Excusez-moi, donc du coup, la thérapie sera donc adaptée à cette cause, mais est-ce qu'elle sera vraiment différente? Oui, elle sera totalement différente, puisque dans un cas, en fait, le patient relève d'un traitement antiépileptique essentiellement médicamenteux, et dans l'autre cas, les crises non épileptiques psychogènes relèvent vraiment d'une psychothérapie spécifique. Alors, comme chez ce patient, on considère qu'il a probablement les deux, la thérapie sera simplement complétée. Mais effectivement, les choses changent quand même du tout au tout quand on redresse le diagnostic. Ouais, tout à fait. Et l'alternative, c'est parfois la chirurgie aussi, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des lobectomies. On en a parlé hier, notamment à la dernière table ronde. Il peut y avoir des lobectomies qui peuvent être envisagées, et quand le diagnostic différentiel est une cause psychique, c'est particulièrement important. Mais même au-delà de la lobectomie, quelqu'un qui a 3-4 antiépileptiques va avoir des effets secondaires tout à fait majeurs. Et donc la question pour le bien-être de l'individu est absolument redoutable. Merci Charles. Merci beaucoup. Bon après-midi.